Bien, mes chers collègues, nous achevons notre journée d'audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en recevant Monsieur Nicolas de Taverneau, président du directoire du groupe M6, accompagné de Madame Karine Blouet, secrétaire générale, et de Monsieur Frédéric de Vincel, directeur général en charge des plateformes digitales et du sport du groupe M6. Madame, Messieurs, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté l'invitation à cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Le groupe M6 a une activité importante et historique en matière de diffusion de sport, et notamment de football. Depuis plusieurs années, vous partagez notamment avec TF1 la diffusion des matchs de l'équipe de France de football. Ce fut encore le cas lors de l'Euro 2021. Vous diffusez également une assez grande variété de disciplines sur vos autres chaînes, et notamment W9, qui a diffusé en 2021 des matchs de Ligue Europa ou encore de l'Euro féminin de basket. Vous pourrez certainement nous présenter l'ensemble de vos activités en la matière et au-delà. Nous serons heureux d'avoir votre opinion sur l'évolution récente du marché des droits sportifs qui connaît une véritable explosion depuis près de 20 ans. En tant que diffuseur, vous êtes directement confronté à cette hausse et au péril qu'elle fait peser sur la diffusion de sport en clair à la télévision. Il s'agit de sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur avec le rapporteur en tant que parlementaire. Je vous remercie donc d'être venu vous exprimer sur le sujet et sans plus attendre, je vous cède la parole à Monsieur de Taverneau pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec notre rapporteur Cédric Roussel. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur l'administrateur, merci beaucoup de cette invitation, donc en présence de mes collègues. J'ajouterai, si vous voulez, un élément dans votre présentation. Dans notre activité, c'est que nous avons été propriétaires pendant 19 ans du club des Girondins de Bordeaux, et ceci peut peut-être amener des questions de votre part. Pourquoi nous y sommes entrés et pourquoi nous en sommes sortis. Nous avons été l'actionnaire principal et unique des Girondins de Bordeaux de 1999 à 2018. En ce qui concerne le sport diffusé sur nos antennes, nous avons entre 60 et 120 heures par an de sport sur nos antennes de télévision, et nous diffusons également à la fois en direct et à la fois dans les commentaires sur des émissions sur nos antennes de RTL, la radio, qui est également soumise à des événements sportifs et notamment qui parfois a des difficultés d'accès aux droits comme certaines autres radios. Et nous avons notamment, nous regardons avec attention ce qui va se passer sur les JO 2024. Voilà, pour négocier les droits de retransmission et éventuellement d'accréditation de nos journalistes pour suivre ces événements. Alors, en ce qui concerne la télévision, nous avons eu beaucoup de mal à rentrer dans le sport lorsque nous avons créé M6 et les chaînes associées, puisque à l'époque, lorsque nous avons créé, les principales chaînes, y compris privées, Canal+, TF1 et France Télévisions, étaient membres de l'UER. Et l'UER était un organisme qui achetait collectivement les droits pour les redonner à ses mandants, avec une association en France qui s'appelait le GRF, et nous avons été bloqués pendant de nombreuses années, car il y avait un espèce de droit de veto pour être membre du club, et donc nous n'avons pas eu accès à ces droits sportifs. Donc nous avons dû batailler pour nous inviter au club des diffuseurs, si j'ose dire, qui pouvaient avoir accès à des droits. Puis progressivement, l'UER a perdu de son importance, les chaînes commerciales en sont sorties, et nous avons donc pu, avec l'évolution de la vente des droits sportifs, rentrer dans la diffusion de droits. Alors, nous avons commencé modestement avec, je me souviens, le premier match diffusé sur M6, c'était le Trophée des champions que nous avions racheté à TF1. Je me souviens même du prix, il était de 150 000 € à l'époque. Puis, nous avons acheté les matchs, entre guillemets, secondaires de la Coupe du Monde de football en 2006, et nous sommes montés progressivement jusqu'à répondre ensemble à des appels à candidature, d'une part pour l'équipe de France de football que nous partageons actuellement avec le groupe TF1, en termes de nombre de matchs et de répartition. Frédéric Vincel pourra répondre à vos questions si vous en avez posées sur les lots.
et en même temps sur les euros, puisque nous avons fait le dernier euro, l'avant-dernier et le dernier euro, nous avons partagé les droits de cette compétition. Alors, le sport, et particulièrement le football, en ce qui nous concerne, est un élément majeur d'audience. Donc, pour le statut de la chaîne, pour son rapport avec la distribution, le sport est un élément très important et pour son caractère généraliste. Le sport a une caractéristique sur les antennes en clair, il est fortement déficitaire. Les droits sont très supérieurs aux recettes. Nous perdons plusieurs millions d'euros sur l'ensemble de l'année pour rediffuser les matchs de l'équipe de France. Par ailleurs, nous avons d'autres compétitions auxquelles nous avons souscrit. Nous avons le sport féminin, notamment avec l'équipe de France féminine, et nous avons le premier choix de l'Europa League, c'est-à-dire que ce soir, vous pourrez voir le match Marseille-Galatasaray sur les antennes de W9. Donc, 1, le sport est un élément structurant de notre offre. 2, il est fortement déficitaire. Et 3, nous nous posons quand même un certain nombre de questions pour l'avenir. Est-ce que nous aurons les moyens de répondre et d'offrir au public en accès non payant du sport? Alors, il y a plusieurs réponses à cela. Il y a eu une première réponse réglementaire législative sur les événements protégés, qui est une très bonne réponse, puisque ça n'empêche pas la télévision payante d'avoir accès, mais ça permet à la télévision en clair d'offrir des compétitions. Donc ça, c'est une bonne réponse, nous semble-t-il, à la mise en place d'événements sur les antennes de télévision. Le deuxième élément important pour nous, c'est de nous renforcer, puisque nous avons en face des compétiteurs payants qui aujourd'hui ne sont plus simplement les chaînes de télévision payantes linéaires, mais sont également les plateformes, vous le savez très bien, comme Amazon, dont je souligne que la France, sur la plateforme Amazon, malgré les droits importants dont elle dispose, n'est pas le pays où Amazon a le plus de droits sportifs. Il y a des événements sportifs, on pourra vous en détailler, sur les autres territoires où opère Amazon, qui sont encore plus importants. Donc les plateformes rentrent dans le sport et rentreront de plus en plus dans le sport, ce qui oblige un accès payant. Et nous savons, l'expérience le montre, qu'il y a un taux de pénétration des plateformes qui est à peu près d'un foyer sur 2 en asymptote. Donc il y aura 50% des Français qui seront soit condamnés à ne pas voir ces compétitions sportives, soit seront encouragés, entre guillemets, de mauvaise manière à pirater. Bon. Donc je pense que la diffusion en clair d'événements sportifs doit être préservée. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons fusionner avec le groupe TF1. Ceci nous donnera des moyens supplémentaires, une bonne allocation de diffusion, à la fois sur des plateformes de replay, mais aussi sur des événements linéaires, à l'image de ce que fait bien le service public, par exemple sur France 2, France 3, en combinant ces antennes. Et donc nous pourrons le faire sur les différentes antennes et donc participer de manière plus active à des appels d'offres. Chacun étant aujourd'hui limité, évidemment, dans sa possibilité d'amortissement des événements. Donc ça, c'est la seconde remarque. Et puis la troisième remarque, alors j'anticipe tout de suite, il est évident, il faut que nous puissions, dans un marché qui grandit peu, qu'est la publicité, pour donner un accès gratuit, un accès libre aux événements sportifs, il faut que nous ayons des moyens, et rétablir de la publicité, notamment sur les événements sportifs sur France Télévisions, serait une erreur, puisque ça enlèverait les moyens aux chaînes commerciales pour avoir accès à des événements sportifs. Donc ça serait une politique de gribouille. Voilà. Et puis deuxièmement, ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais ceci évidemment pourrait être encouragé, parce que si c'est le sport, ça peut être le théâtre, ensuite ça peut être l'opéra, puis de fil en aiguille, c'est rétablir la publicité sur le secteur public. Et de ce point de vue-là, rétablir la publicité sur le secteur public, c'est aussi encourager la baisse de la redevance.
Donc il y aura toujours un gouvernement qui dira il y a plus de publicité, donc la redevance doit être modifiée, etc. Donc nous pensons que le service public fait un très bon travail en matière sportive. Il y a des compétitions dont nous ne lui faisons pas concurrence parce que le travail est extrêmement bien fait, comme par exemple sur le Tour de France. Nous n'avons jamais été candidats au Tour de France. Et que de ce point de vue-là, ça remplit bien leur cahier des charges, mais que pour que nous puissions répondre durablement à des événements sportifs sans compte tenu de nos moyens, il faut que nous puissions les financer par la publicité et donc qu'il n'y ait pas de transfert publicitaire supplémentaire du service commercial vers le secteur public. Je réponds sans doute à une question que vous m'auriez posée sur cet aspect-là. Le quatrième aspect, c'est qu'il faut que les appels d'offres des organisateurs de sport soient transparents, et nous sommes très vigilants là-dessus. Nous avons à cet égard quelques difficultés lorsque nous ne sommes pas d'accord avec le principe des appels d'offres qui pourraient, dans des lots, avantager la télévision payante au détriment de la télévision à accès gratuit. Je m'explique, vous avez les compétitions sportives sur lesquelles vous avez un lot dans lequel, on va prendre un exemple, une compétition sportive qui se partage en deux lots. Bon. Il y a un lot avec, mettons, les événements principaux, et puis un lot avec des événements secondaires. Souvent, sur le deuxième lot, la télévision à accès gratuit ne peut diffuser que les matchs qui ne sont pas du premier lot. Mais par contre, pour la télévision payante, on autorise toute la compétition, en non exclusif, si j'ose dire. Et ça nous semble inéquitable. Inéquitable parce que ça avantage les plateformes payantes qui peuvent se payer toute la compétition par rapport aux chaînes gratuites qui, elles, ne peuvent se payer qu'une partie des matchs qui ne sont pas déjà diffusés en clair. Voilà. Donc nous contestons ce type d'appel d'offres, ce qui est le cas de certains appels d'offres récents. Voilà, donc nous sommes vigilants à l'égalité de traitement qui doivent s'opérer sur le plan de la concurrence sur les lots des différentes compétitions. Voilà ce que je pouvais vous dire un, le sport est un élément important. Deux, nous continuerons à proposer à nos téléspectateurs des compétitions en accès libre, mais pour ça, il nous faut renforcer nos moyens, c'est le sens de la consolidation que nous proposons du secteur, et deux, qu'il n'y ait pas de transfert d'activité. Enfin, la réglementation sur des événements d'importance majeure est tout à fait fondamentale. De ce point de vue-là, on pourrait suggérer, par exemple, d'étendre des événements d'importance majeure aux compétitions féminines de football, qui n'est pas dans la liste actuellement. Je sais qu'il y a eu des discussions là-dessus. Nous le disons d'autant plus que pour le moment, c'est nous qui avons les droits. Mais il est probable qu'on soit challengé par des plateformes à l'avenir sur ces droits des compétitions féminines, qui rencontrent le succès que nous diffusons sur W9 en exclusivité. Ça serait dommage de priver les Français de ces compétitions féminines et les mettre dans les événements d'importance majeure aurait évidemment les préserverait d'un accès purement payant. Vous avez évoqué le sport comme élément majeur d'audience et structurant de votre offre. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'audience réalisées, notamment pour l'équipe de France de football, bien sûr, mais aussi vous évoquiez les féminines à l'instant? Pardon. Le record absolu d'audience du groupe, ça a été lors de la finale de l'Euro 2016. Nous avons fait 20,8 millions de téléspectateurs ce jour-là. On a eu de la chance, je crois qu'il y a eu des prolongations, non? C'était pas là? Oui, prolongations. Donc ça, c'est important. Les matchs de l'équipe de France faisons, selon l'enjeu, entre 5 et 6 millions et demi de téléspectateurs, ce qui est dans la fourchette évidemment haute de l'audience que nous faisons en moyenne sur M6. Et puis les matchs de l'Europa League, demain je vais me lancer dans un pronostic, nous devrions avoir près de 2 millions de téléspectateurs sur W9, entre 1,6 million et 2 millions sur l'Europa League. On fera à peu près la même audience qu'a fait Canal+, encrypté sur le PSG, qui était le match phare. Voilà. Le fait de l'offrir en clair, même si c'est un match qui est d'Europa League et pas de Champions League, qui est un match du PSG versus le PSG, on devrait se rapprocher des audiences que fait la chaîne encryptée, que fait l'audience cryptée. Sur l'équipe féminine... Sur l'équipe féminine, on est en général aux alentours entre 800 000 et 1 200 000 téléspectateurs sur W9.
donc dans le cadre d'une diffusion exclusive des droits. On est seul à diffuser ce match, il n'est pas en codiffusion, contrairement au match de l'Europa League par exemple. Le match de l'Europa League permettant donc de voir une équipe française en Coupe d'Europe. C'est sur W9 que ça se passe, c'est-à-dire qu'on ne peut plus en voir sur TF1 comme c'était le cas il y a très longtemps. Donc maintenant, la Coupe d'Europe en clair, ça se passe sur W9 pour voir une équipe française. Ce qui est une très bonne audience, hein, 800 000 à 1 million pour oui, c'est une très bonne audience. Alors là, c'est l'audience globale. Après, vous savez, nous, souvent, on regarde aussi les performances sur cible. Donc la cible 4 ans et plus, bon, ça recouvre l'ensemble du public. C'est souvent un peu plus difficile sur la cible FRDA de moins de 50 ans, qui est la cible commerciale, celle qui est vendue par la régie. Mais les performances de l'Europa League, elles, sont bonnes en FRDA, ainsi que celles de l'équipe de France, qui sont également bonnes, parce que c'est un public, on rassemble l'ensemble de la famille devant la télévision avec ces matchs. En fait, il faut appuyer à chaque fois sur... Voilà. Merci. Bon, merci pour cette présentation. Bon, dans cette présentation, je pense que vous avez répondu déjà à quelques questions, donc on va peut-être rentrer dans le détail. Vous avez parlé notamment donc du décret d'événements d'importance majeure. Moi, je comprends quand même. Est-ce qu'on peut faire une distinction de rencontre de l'équipe nationale féminine et de compétition de championnat d'équipe féminine? Je veux dire par là, par exemple, est-ce que la D1 féminine vous intéresse aussi? Non. Enfin, elle nous intéresse en tant que public, mais elle n'est pas suffisamment porteuse. D'une façon générale, les matchs des équipes, les championnats sont extrêmement difficiles à rentabiliser en termes d'audience, parce que quand vous avez sur les 38 journées de championnat France de Ligue 1, par exemple, vous avez quelques matchs qui sont susceptibles d'être très fédérateurs. Et à part ces matchs qui sont susceptibles d'être très fédérateurs, le reste est une audience relativement limitée, et compte tenu des enjeux financiers qui se présentent, il n'y a aucune chance de rentabiliser ces matchs-là. Donc ce sont des matchs à audience très réduite, et comme nous, quand même, la bataille de l'audience est importante, nous ne nous intéressons pas au championnat. Vous avez... Bon, vous êtes un grand professionnel de la télévision, en tout cas vous avez une expérience en plus double qui est intéressante, on parlera de l'autre sujet après. Moi je voudrais juste, parce que le fait divers qui a déclenché en fait cette mission qui se veut plus large que le seul fait divers de Mediapro, mais quand même avoir un peu votre regard d'expert a posteriori, c'est toujours facile a posteriori, mais même sur déjà vos impressions, si vous remettez en 2018... déjà du modèle économique qui était porté par Mediapro lorsqu'ils ont candidaté. Juste savoir quelles étaient un peu la sensation que vous aviez, compte tenu déjà du prix qui avait été offert, en tout cas du résultat financier de cet appel d'offres, et ensuite de l'expérience que vous avez pu voir. Enfin, voilà, c'est votre avis de ce point. Bon, écoutez, sans vouloir refaire l'histoire ou donner des conseils à qui que ce soit, d'abord, nous avons une certaine expérience à travers TPS, puisque nous avons été en concurrence entre TPS et Canal+, et que la revente de TPS au groupe Canal+ provient du football. À l'époque, nous avions d'ailleurs une confrontation d'idées entre les actionnaires sur TPS. Est-ce que nous devions prendre l'exclusivité du football? C'était d'ailleurs 1 milliard d'euros à peu près à l'époque, l'exclusivité du football, en asséchant le concurrent, ou est-ce que nous devions trouver un autre système pour faire des abonnements? Et à l'époque, donc c'était la télévision linéaire payante. Nous avons développé pendant 10 ans TPS, qui était plutôt un succès. On est arrivé à 2 300 000. Donc finalement, nous avons opté pour une offre de football relativement marginale par rapport à l'offre Canal+, et nous avions eu la possibilité de remporter le football en totalité, je parle de la Ligue 1 en totalité. On avait calculé qu'à l'époque, ça déplacerait 1 million d'abonnés de Canal+ vers TPS, mais le sujet, c'était non seulement le prix, mais la durée du contrat. C'est ça qui m'a toujours frappé, c'est que quand vous prenez un contrat pour des abonnements,
Si vous ne pérennisez pas le contrat, c'est horriblement difficile à rentabiliser, puisque le titulaire des droits vous remet en compétition un an avant la fin du contrat, et à ce moment-là, vos abonnés commencent à se poser un certain nombre de questions, donc vous ne pouvez pas faire une politique pérenne, et là, si vous êtes un nouvel entrant, vous êtes totalement coincé par la fin du contrat. Donc, ce que je veux dire, alors c'était évidemment juridiquement impossible, mais si Mediapro avait obtenu 10 ans de contrat, je ne dirais pas quel que soit le prix, mais pour faire une politique marketing, pour avoir une offre football pérenne, durable, Mais là, la durée du contrat était forcément une impasse. Forcément une impasse. De mon point de vue, c'était forcément une impasse. Bon, ça, c'est du côté du diffuseur. Alors du côté, pour avoir été, disons, propriétaire d'un club de football et d'avoir vu... très souvent, il m'est arrivé de dire que la gestion était un sans faute dans l'erreur parce que nous sommes sortis du football parce que nous avons considéré qu'on était dans une impasse économique totale dans le football, en tous les cas dans la façon dont la Ligue 1 était gérée. Voilà. Alors pour plusieurs raisons, la raison qui est une raison générale, c'est l'absence de salary cap et le problème le problème de la rémunération des joueurs et donc de l'équipe française. Et donc nous avions pris la décision formelle de sortir à partir du moment où le PSG était racheté. Voilà. Donc à ce moment-là, nous nous sommes dit, il faut qu'on trouve une solution parce que nous ne pourrons plus jamais être premiers. Voilà. Et donc, grosso modo, à l'époque, quand on était propriétaire des Girondins, le club gagnait de l'argent en Champions League, équilibrait en Europa League, perdait de l'argent lorsqu'il n'était pas européen. Voilà à peu près la configuration que nous avions prise. Et nous étions européens 2 années sur 3 pendant les 19 ans qu'on a été. On a été 2 années en Champions League et on a été le reste du temps en Europa League. Enfin, ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça, mais voilà. Et donc, on a eu une gestion assez conservatrice et prudente du club, mais nous avons réussi à quand même avoir des titres et à tenir dans les 6 premiers clubs français. À partir du moment où les investissements sont devenus beaucoup plus importants par l'introduction d'un élément significatif, nous nous sommes dit nous ne pouvons plus jouer puisque nous ne serons jamais premiers, que la place de 2e et 3e qualificatif pour la Champions League, elle va être très dure à rattraper parce qu'il y a des clubs qui consacrent des moyens comme Lyon plus importants, et donc le modèle économique ne fonctionne plus. Alors beaucoup nous ont dit mais il suffit d'augmenter les droits. Bon, augmenter les droits, moi je pense que ceci ne suffisait pas parce qu'on l'a bien vu, les droits ont toujours augmenté et le déficit des clubs a toujours augmenté. Bon, les droits, nous, quand on a commencé en 99, les droits devaient être à 250 millions ou à 300 millions et puis ils sont progressivement montés jusqu'à Mediapro, mais ils étaient à la fin, ceux qui ont été payés en tout cas, ont été à 680-700 millions. Il y a plusieurs sujets. Il y a le premier sujet, Bordeaux était le seul club à voter en Ligue contre la montée à 20 clubs. Que je rappelle, nous étions à 18 clubs, et c'est la Ligue qui a décidé de monter à 20 clubs. D'ailleurs, appuyé par son conseil d'administration, Bordeaux, témoignage j'en fais au froid, les Girondins de Bordeaux étant les seuls à s'opposer à cette mesure par l'intermédiaire de son représentant. Donc ça, là, ça va dans le bon sens, parce qu'on revient à 18 clubs. La deuxième chose... Quelle était la raison, la motivation principale à cette époque de ce passage dans un club je pense que, comme souvent à la Ligue, c'est le fruit d'une négociation de répartition des droits entre la Ligue 2 et la Ligue 1 d'un côté, à l'intérieur de la Ligue 1. Donc il y a dû y avoir un compromis. On fait monter 2 clubs de plus, on refait la répartition des droits. C'est souvent comme ça que ça s'opère. C'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons plus souhaité être dans le dispositif. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y avait quand même... nous avions suggéré pour Monaco fausser quand même le championnat avec, enfin selon nous, avec les droits sociaux et fiscaux des joueurs, et nous avions suggéré une solution qui n'a pas été retenue, de prélever l'avantage fiscal et social sur la répartition des droits reversés par la Ligue au bénéfice des autres clubs par rapport à Monaco, ce qui nous paraissait rétablir l'équité.
la Ligue a souhaité avoir un signing bonus pour permettre la compétition en vertu du traité franco-monégasque de Monaco. Bon, c'est une solution qui a été retenue, mais donc elle est définitive, et ce qui fait que l'avantage aussi de Monaco semble être définitif. Bon, voilà, Ils ont perdu aussi devant le Conseil d'État, je crois bien, à l'époque, Frédéric Thirier, sur cette affaire de distorsion fiscale et sociale avec Monaco. Donc, c'est vrai, on avait mené ce combat-là. Dans ce cas-là, il fallait modifier la loi, mais bon, enfin, je veux dire, il y a quand même un sujet. Hein, il y a quand même un sujet. Bon. Voilà, et puis, bon, étudier des formes de salarié cap sur le plan européen. Et puis, le dernier sujet, c'est qu'il faut au minimum 2 clubs pour avoir des droits internationaux forts, parce que le problème français n'est pas tellement les droits nationaux, qui sont d'un niveau tout à fait correct, hein, je veux dire, même avant Mediapro, que payait Canal+, hein, et Bwin. Le problème, c'est le montant des droits internationaux, qui fait que par rapport à d'autres pays, notamment l'Angleterre ou l'Espagne, on a des droits internationaux qui sont très faibles. Et donc dans la répartition, évidemment, ceci pèse sur les recettes des clubs. Voilà. Donc vous avez évoqué le modèle économique. Si on rentre dans le détail, donc là on parlait des charges sur le salary cap qui est... parlons des recettes, donc droit TV, on en a parlé. Maintenant, de votre expérience, il y a quand même 2 points qui reviennent, j'ai envie de dire, au goût du jour, mais qui sont une des difficultés, outre la commercialisation des droits internationaux au fil des auditions. Ça reste quand même donc la télédépendance qui est aussi due du fait que d'autres recettes sont difficiles donc à accroître. Je pense peut-être à recettes liées aux partenaires sportifs, et également l'attractivité dans les stades eux-mêmes. De ce côté-là, quelle est votre... de l'expérience que vous avez eue, est-ce que vous aviez réussi à compenser quelque part ces difficultés et si oui, est-ce que vous aviez aussi des propositions, parce que vous avez émis beaucoup de propositions sur, je veux dire, l'attraction et ce monde d'attractivité d'investisseurs français eux-mêmes dans le sport français, en particulier dans le foot, de partenaires, et voir, j'ai envie de dire, c'est souvent du côté peut-être des supporters, mais ce grief aussi, enfin ce point faible également, qui est l'expérience spectateur, l'attractivité dans les stades. Là, j'ai pas de recette miracle à proposer sur les déjà. Nous, simplement de l'expérience que nous avons eue, nous avons participé à un PPP pour construire le stade de Bordeaux. Autant c'est une réussite architecturale, autant ce n'est pas une réussite commerciale. Voilà. C'est-à-dire que le loyer que suppose ce stade a du mal à être amorti par un supplément de spectateurs à Bordeaux. Alors c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire est-ce que le sportif est suffisamment attractif pour permettre avoir un stade plein, ou est-ce que comme il n'y a pas suffisamment de recettes, il n'y a pas un sportif suffisamment attractif, donc il y a un enchevêtrement qui est compliqué. Je dirais que ça n'a pas rendu la chose possible on n'a pas augmenté les ressources grâce au stade, encore une fois. Bon. Je crois que lorsqu'on regarde l'Allemagne, si vous voulez, l'Allemagne a réussi à avoir une vie dans les stades que nous n'avons pas en France. C'est-à-dire une vie, les gens vont au stade plus tôt, partent au stade plus tard, dînent au stade, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les stades. Mais il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, comme le président de Lyon, par exemple, qui est propriétaire de son stade, pour en parler. Alors, il y a un modèle qui se fait dans pas mal même si c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que le seul élément sportif pour construire un stade, le rendre attractif, etc., c'est qu'il faut aussi les droits à construire pour amortir en immobilier le fait de pouvoir faciliter la construction et la vie d'un PPP. Aujourd'hui, beaucoup de propriétaires sportifs pourraient, avec des droits à construire, amortir le prix d'un stade et rendre ainsi plus attractif et faire des développements. Voilà. Ça, c'est un sujet, disons, qui est pour chaque club. Juste sur la valorisation, parce qu'on comprend
cet argument d'allongement de la durée de contrat qui a été systématiquement donc mis sur la table, alors pour différentes raisons, que ce soit du point de vue du vendeur et du point de vue de l'acquéreur, du diffuseur. Donc vous disiez effectivement, et ça a été relevé d'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier en tout cas, en huis clos, par un RMC qui effectivement donc se retrouvait dans une situation, alors c'était vis-à-vis des droits de l'UEFA, où il nous expliquait tout simplement qu'après un an de début de contrat, ils étaient déjà, en tout cas l'UEFA avait recommercialisé, en tout cas à recherche de nouveaux acquéreurs pour le prochain appel d'offres. Donc ça, effectivement, c'est un point de vue surtout sur j'ai envie de dire de votre point de vue sur votre potentiel de valorisation du produit, voire de le rendre plus spectaculaire, peut-être en tout cas dans la qualité du produit. Mais je dirais, est-ce que la réflexion ne doit pas être avant tout sur comment est-ce qu'on accroît la valeur, parce que l'attractivité dans les stades quand même... Enfin, déjà, je voulais avoir votre sentiment. Est-ce que vous pensez que, je dirais que plus de stades, plus de spectacles exposés en clair va rendre moins attractifs les stades ou... Mon sentiment, c'est que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que moins vous avez d'exposition du sport ou du football, moins vous le rendrez attractif. Le football diffusé en clair sur la télévision ne vide pas les stades, bien au contraire. D'ailleurs, vous le voyez bien sur l'équipe de France, vous le voyez bien sur les grandes compétitions. C'est pas parce que c'est diffusé à la télé que les gens ne vont pas dans le stade. Au contraire, je dirais qu'aujourd'hui, je ne suis pas à la place de la Ligue, mais le fait que ça soit sur Amazon, qui est pour le moment plus compliqué d'accès, avec en plus des lots qui se partagent de manière très complexe, avec beaucoup d'abonnements, beaucoup de complexité, etc., fait que, de mon point de vue, au-delà de l'enjeu financier à très court terme, on prend un risque considérable sur le foot professionnel, parce que la simplicité d'accès et l'exposition forte qui sert d'autopromotion d'une certaine façon à ce sport, on le voit bien pour beaucoup d'autres sports, est indispensable. Et je pense que mon point de vue, c'est que c'est une erreur de ne pas avoir joué avec le diffuseur historique. Pour des questions d'argent, d'ailleurs on voit bien le résultat, pour des questions d'argent, je pense qu'on paye très cher les différences parce que le public a besoin de sécurité, d'habitude, de compétences, et il est baladé en ce moment entre des accès extrêmement différents. Alors, à court terme, oui, c'est bien parce que je pense qu'il y avait des nécessités, les PGE, etc. À moyen terme, c'est un gros risque que d'avoir une dilution de l'ensemble des compétitions sportives. Et c'est la raison pour laquelle je pense que plus il y aura de compétitions en clair, mieux la télévision péage aussi se portera, parce que nous exposons le produit football à travers un certain nombre de choses, que ce soit... Et on a intérêt à garder l'éveil sur le football. Voilà. Donc il n'y a pas d'opposition entre la télévision en clair et la fréquentation du football, bien au contraire. D'ailleurs, il y a une illustration. Amazon codiffuse, alors c'est pas forcément le bon terme, puisque le programme sur la chaîne L'équipe de L2, c'est un multiplex, là où Amazon diffuse donc tous les matchs de L2, il me semble, sur leur plateforme. Mais est-ce que cette nouveauté là va dans le sens de ce que vous dites, et qu'est-ce que vous en pensez, et quelle est votre appréciation de la chose, puisqu'il s'agit d'une chaîne, de la chaîne L'équipe. Donc, qu'est-ce que vous dites de ça ? Tout supplément de diffusion en clair est bon pour le sport. Voilà. Est bon pour le sport et le sport qui se pratique en particulier. Et donc, toutes les mesures, dont celles que nous avons évoquées, qui pourra garantir une certaine pérennité aux diffusions en clair, est une bonne chose. Ces diffusions en clair ne sont pas forcément exclusives, elles ne sont pas forcément complètes. Si vous prenez l'Europa League, ce soir, nous diffusons un match de l'Europa League. Il y a combien de matchs de l'Europa League ? Ce soir, donc, on diffuse un match qui est d'ailleurs,
juste trouvé les bons boutons, c'est bon, qui est d'ailleurs codiffusé par Canal+ Sport. Donc il y a une diffusion payante en parallèle. Simplement, nous, ce que l'on a acheté, c'est un lot dans lequel on a le premier choix. Donc on peut choisir le match, l'affiche que l'on souhaite. En l'occurrence, souvent, on choisit une affiche de prime time pour toucher le maximum de téléspectateurs. Et en fait, il y a RMC Sport qui a le reste du contrat des autres matchs d'Europa League. Et donc, notamment, d'ailleurs, qui lui autorise de diffuser un match. En général, elle met un match en clair sur RMC Découverte. Notamment, là, je crois que c'est le match de Rennes qui va être exposé en clair. Donc qui n'est pas un premier choix, mais qui est un autre choix, mais qui a l'exposé également en clair. Donc ça montre bien, en effet, comme le disait Nicolas à l'instant, qu'avec le contrat qu'a acquis le groupe, en fait, ça leur permet de mettre à la fois des matchs sur leur réseau payant et exposer quand même la compétition en clair pour susciter l'intérêt, et travailler le marketing et susciter l'envie. C'est pour ça que je vous ai interrogé effectivement sur ce cas, parce que ce que vous dites tout à l'heure, vous avez parlé notamment de cet appel d'offres, donc qui en fait n'a pas de, je dirais, de limite, dans le sens où un seul diffuseur peut avoir l'intégralité donc des lots. De ce que je comprends, est-ce que ça veut dire que vous seriez favorable et vous-même intéressé si un appel d'offres mettait, j'ai envie de dire, en place un lot qui serait offert, c'est pas le terme, mais en tout cas qui serait ouvert donc à des acteurs en clair? Je pense que quand vous prenez les grandes compétitions, automatiquement vous avez des lots qui ne peuvent pas ne pas être pris par la télévision en clair. Quand ce sont... Ah oui, sur la Ligue 1, encore une fois, moi je pense qu'on n'arrivera jamais à s'aligner sur les prix, quel que soit le prix, encore une fois, pour des chaînes comme les nôtres. Je ne parle pas de chaînes plus thématiques, comme l'équipe qui fait très bien son travail d'ailleurs, mais qui est une chaîne plus thématisée, avec un public plus réduit. Les grandes chaînes, pour pouvoir se payer des événements, elles n'ont que quelques matchs dans la saison qui justifient le fait qu'il y ait une audience forte. Et ces matchs-là, c'est évidemment ceux qui attirent le plus d'abonnés dans une compétition. Donc on ne pourrait pas lutter contre, ou sauf à baisser considérablement le prix, s'il y avait des lots qui étaient réservés à la télévision gratuite, la télévision en clair, ça baisserait quand même fortement le niveau des recettes potentielles de la compétition sur le payant. Donc ça aggraverait quand même les problèmes financiers. Donc je ne pense pas que, pour répondre à votre remarque, que la Ligue 1, avec des lots réservés en clair, puisse se payer des lots réservés en clair. Vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires sur ce décret donc d'événements d'importance majeure. Plus précisément, qu'est-ce que vous verriez comme aménagement de ce décret-là? Ma question, elle concerne le foot, mais peut-être, surtout aussi les autres sports. Est-ce que vous avez des... En effet, ça nous paraît extrêmement important que ce décret, qui date de 2004, qui est ancien mais demeure actuel, soit toujours d'actualité. Et en effet, comme l'avait dit Nicolas dans le propos liminaire, on aurait pu imaginer qu'il soit complété avec un parallélisme des formes, je dirais, pour les équipes, l'équipe nationale de football féminine, puisque en fait les matchs de l'équipe de France de football qui sont au calendrier de la FIFA rentrent dans ces événements d'importance majeure. On pourrait imaginer que ce soit le cas également pour les matchs de l'équipe de France féminine. Donc vous savez que c'est un contrat qu'on diffuse aujourd'hui sur l'antenne de W9 de façon exclusive, mais je trouve que ça me paraît aller dans le sens de l'histoire que de pouvoir inscrire en effet ces matchs également dans ce calendrier. Mais sinon, ça nous paraît extrêmement important de pérenniser absolument ce décret. On a évoqué beaucoup le football, mais j'imagine que sur M6, vous diffusez aussi d'autres sports, d'autres disciplines sportives. Il y a même une émission, Sport 6, qui est hebdomadaire, je crois.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des autres sports? Et puis, est-ce que cette émission, par exemple, elle a une bonne audience? France Télévisions disait que tout le sport le soir sur France 3, et puis, bien évidemment, le dimanche, avec l'émission de 20h, tout le sport, le dimanche, comment ça s'appelle? Enfin, bref. Stade 2, mais sur France 3, voilà. C'est pour ça que je ne retrouvais plus. Avait des très bonnes audiences. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les autres disciplines et l'émission sportive? Alors, donc, la dimension sportive dans le groupe M6, c'est à la fois une activité de diffuseur d'événements et également une activité, une couverture journalistique de l'actualité sportive. Donc, dans la couverture des événements, on a fait un peu l'inventaire tout à l'heure, mais donc, ce qui est important de noter, c'est que donc, on diffuse 5 matchs par an de l'équipe de France nationale, qui sont les matchs de qualification aux Euros ou aux Coupes du Monde, les matchs de Ligue des Nations et les matchs amicaux. On diffuse également des matchs internationaux sur W9, qui sont là aussi des matchs d'équipe nationale, mais hors France. Et donc là, on diffuse 5 par an également. On diffuse donc les matchs de l'équipe de France féminine, c'est 10 matchs par an environ. Alors, ça peut être 11, ça dépend un peu des années, mais en général, c'est une dizaine de matchs. On diffuse également donc l'Europa League. On a récupéré un contrat qu'on n'avait plus depuis 2018, donc qui vient de redémarrer il y a 15 jours. Et puis, je dirais, après, on regarde en matière de football. On a diffusé, par exemple, au mois d'août l'année dernière, la finale de la Champions League féminine, qui opposait Lyon à Wolfsburg, avec une victoire des Lyonnaises d'ailleurs. Là, je dirais, c'est un petit peu à l'occasion, en fonction des opportunités qui se présentent. On va sur le marché, on essaie d'acquérir des droits qui peuvent nous intéresser, qui sont complémentaires avec notamment les matchs de l'équipe de France. Ça nous permet d'avoir une offre féminine un peu plus complétée. Donc ça, c'est pour le football, mais c'est vrai que le football est vraiment le sport fédérateur par nature. On a essayé d'autres sports, basketball, handball, sur lesquels on a des audiences qui étaient un peu plus difficiles, pour des coûts d'acquisition qui restent malgré tout élevés. Donc à la fin, il y a un rationnel économique qui n'est pas du tout évident, puisque on n'arrive pas à atteindre les audiences suffisantes pour pouvoir amortir ses droits. Mais on a diffusé encore récemment la demi-finale de l'Eurobasket féminin. Voilà, et on aura l'année prochaine l'Eurobasket masculin en termes de droits de basket. Et puis, j'ajoute toujours dans cette dimension de diffuseur, avant de vous dire un mot de l'activité plus journalistique, il y a quelque chose d'un peu nouveau, c'est qu'on utilise aussi notre plateforme digitale Sisplay pour diffuser des droits qui sont des droits dont on estime qu'ils n'ont pas leur place sur une chaîne linéaire, dont l'objet, encore une fois, est de rassembler le maximum de personnes devant la télé à tout moment, alors que le digital, on est beaucoup plus dans cet aspect user-centric, de communauté, qui peuvent être des communautés plus faibles, 100 000, 200 000 personnes, mais qui sont passionnées par quelque chose. Et du coup, on essaie d'acheter des droits qui correspondent à ça. Donc, notamment, on a fait l'acquisition d'un contrat d'une compétition qui s'appelle Cage Warriors, qui est du MMA. Donc, ça fait suite à la recommandation du CSA qui, au mois d'octobre dernier, de l'année dernière, a donc autorisé l'arrivée du MMA en France, avec évidemment des règles très précises qui sont bien entendu respectées scrupuleusement sur Sisplay, notamment interdiction au moins de 16 ans, pas avant 22h30, etc. Mais on a fait l'acquisition donc d'une compétition, Cage Warriors, qui est une compétition européenne dans laquelle il y a un grand champion français qui s'appelle Morgan Charrier. Et à chaque fois que ce garçon est en compétition dans ces combats, on fait très bonnes audiences sur Sisplay. Et ça nous a permis de faire venir un public qui ne venait pas forcément sur Sisplay, qui a donc découvert la plateforme, etc. On a également fait l'acquisition d'une autre compétition qui s'appelle e-Extreme, qui est une course de rallye électrique, qui se passe qui mêle à la fois, je dirais, une recherche de comportements environnementaux positifs et une course de rallye électrique. Voilà, qu'on diffuse également en direct sur Sisplay. Et on est attentif, je dirais maintenant, à beaucoup d'autres droits qui peuvent se présenter, qui ne sont donc pas des droits majeurs, mais qui peuvent trouver, encore une fois, un écho, un public, une communauté sur notre plateforme digitale. Et puis en matière, donc, je dirais, de couverture journalistique, écoutez, vous parliez de Sport 6, donc, et pour répondre précisément à votre question, donc Sport 6, c'est une émission hebdomadaire qui fait environ 3 millions de téléspectateurs tous les dimanches et qui touche
disons, un téléspectateur sur 5 de moins de 50 ans à la télévision à cette heure-là. Donc c'est un magazine extrêmement important, extrêmement bien référencé, avec une offre très claire, très limpide. Et puis il y a évidemment tous les magazines qu'on met en place après les compétitions, magazines d'après-match. Et puis, encore une fois, dernière chose, c'est RTL, qui vient donc compléter ce dispositif. C'est extrêmement important, avec toute la rédaction des sports dirigée par Christian Olivier. C'est 8 personnes, 3 consultants et des émissions mythiques comme On refait le match ou le multiplex. Voilà, donc, et maintenant, de plus en plus, on a par exemple Xavier Domergue, que vous pouvez entendre sur les commentaires d'M6, de W9 Europa League, qui commente nos matchs, qui maintenant fait partie également de l'équipe des sports de RTL. Donc tout ça fonctionne en synergie étroite. J'insiste sur un point important qu'a souligné Frédéric, c'est la AVOD. La AVOD, c'est donc de la VOD financée par la publicité, et donc un accès gratuit. C'est de la télévision, simplement sous forme non linéaire. Et ça, je pense que ça peut être une orientation pour des sports qui sont, entre guillemets, considérés comme secondaires, non pas par le sport lui-même, mais par l'audience qui le procure. Et ça nous permet, et ça je pense que c'est très intéressant, avec des plateformes qui ont un nombre d'inscrits très important, d'avoir accès, c'est le cas de Sisplay, mais il y a d'autres plateformes, de pouvoir diffuser des sports qui ne nécessitent pas d'avoir 2 millions, 3 millions, 4 millions comme le football. Et donc ça permet d'exposer de manière gratuite, enfin d'accès gratuit, des sports qui n'ont pas l'habitude d'aller à la télévision. Là, on aura un choix plus important pour les plateformes, je dis bien AVOD, c'est-à-dire sans avoir un accès payant. C'est une voie extrêmement intéressante. Mais pour revenir à votre question sur est-ce qu'on peut diffuser plus de sports sur la télévision à accès gratuit, ma réponse est 1. Nous devons avoir des recettes pour ça. Pour avoir des recettes, il est très important que le marché publicitaire commercial se développe. C'est encore une fois la raison de la consolidation. Et nous ne pourrons jamais concourir sur des sports majeurs avec les télévisions payantes ou les services payants de SVOD s'il n'y a pas la protection du décret. Je pense que s'il n'y a pas la protection du décret, tout passera en payant. Et donc c'est un décret absolument nécessaire parce que l'économie du système, par exemple, moi je vais vous donner 2 exemples que nous aurions bien pris sur nos antennes. La Formule 1 d'une part, la moto d'autre part. Bon. Les prix, les droits compte tenu de l'audience, la moto monte beaucoup en termes de succès d'audience. Mais le montant des droits en compétition avec les plateformes, nous ne sommes pas capables d'amortir par la publicité ce que les plateformes ou les chaînes linéaires peuvent amortir par l'abonnement. Donc la recette d'abonnement est beaucoup plus importante que la recette publicitaire. Donc s'il n'y a pas une protection d'un certain nombre de compétitions par ce décret, en codiffusion éventuellement, il y aura de moins en moins de sport à la télévision, en clair, ou sur les plateformes en clair. Vous aviez eu l'occasion, ça, d'être auditionné dans le cadre des travaux du sénateur David Assouline et son rapport sur le décret. Oui, tout à fait. Bon, donc absolument. On pourra s'y référer. Nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'il voudrait ouvrir la publicité après 20h sur France Télévisions, et nous pensons que là, ça sera un coup d'arrêt à l'exposition de la télévision en clair, un certain nombre de compétitions du fait du resserrement de nos ressources publicitaires. Si on reste sur le sujet publicitaire, il y a des publicités virtuelles aussi. Et les incrustations qui ont été le sujet juste avant avec la table ronde cycliste. Vos remarques sur ces 2 points, puisque la publicité virtuelle, peut-être faire le parallèle entre les deux. Non, mais tout ce qui peut améliorer le système publicitaire est plutôt bon pour les télévisions commerciales. Je dirais simplement que nous sommes très attentifs à ce que le détenteur des droits n'impose pas des conditions qui fassent que les ressources publicitaires viennent chez lui. C'est ça notre vrai sujet. Notre vrai sujet, c'est souvent quand vous avez la Champions League ou l'Europa League, que vous avez un certain nombre d'autres compétitions, les recettes de parrainage sont captées à l'avance sur les droits. Et donc, qu'elles soient virtuelles ou réelles, c'est un rapport de force entre
le titulaire des droits et le diffuseur pour savoir qui va capter les recettes de parrainage. Et là, il y a une grosse bagarre parce que souvent on nous impose d'avoir les sponsors officiels et parfois de les diffuser gratuitement, enfin entre guillemets sans contrepartie. Donc là, nous sommes vigilants par ça parce que c'est quand même une vraie tendance à ce que les fédérations ou leurs ayants droit produisent eux-mêmes les signaux et que les signaux qu'ils produisent, ils nous les donnent avec leurs partenaires et que les ressources de ces partenariats ou les ressources annexes soient conservées par le titulaire des droits. On a eu l'occasion de débattre et notamment de légiférer sur l'encadrement d'une possible société commerciale qui serait demandée par une ligue professionnelle de sport. Donc, ici, dans le cadre d'une proposition de loi parlementaire consacrée justement à la démocratisation du sport, on a souhaité juste rappeler un peu le cadre de cette éventuelle société commerciale, qui est avant tout un outil, mais des discussions qu'on a pu avoir, qui est un outil justement qui permettrait une meilleure exploitation et gestion des droits. Juste, alors ça c'est les ligues professionnelles concernées qui le disent, je voulais avoir votre avis là-dessus. Donc c'est expérimenté dans d'autres territoires, hein, comme vous le savez en Europe. Je dirais deux choses. Il y a un bon côté et un moins bon côté. Le bon côté, c'est la professionnalisation, au bénéfice des ligues, hein, si j'ose dire, de la commercialisation des droits. Et donc, plus ça sera professionnel, mieux c'est. Donc ça, de ce point de vue. La deuxième chose, c'est que ça s'apparente à une avance sur recette, puisque c'est on gage par avance des droits. Bon. Alors, je dirais, moi j'avais toujours proposé, mais c'était difficile avec les statuts, lorsque nous étions propriétaires des Girondins, de faire des réserves dans les périodes plus faciles, de façon à ce qu'on puisse, lors des difficultés, des appels d'offres ou autres, d'avoir au moins 1 an de réserve. Il se trouve que, vu la composition du conseil d'administration, le mot réserve semblait échapper au sens de nos interlocuteurs. Donc, la tendance quand même dans ces fédérations ou ces ligues, c'est plutôt de dépenser par avance l'argent futur. Bon. Et là, c'est une certaine forme de gager les recettes futures par un coût immédiat. Donc ça revient à un financement. Donc là, je pense qu'il faut être attentif sur les financements parce que pas se retrouver dans une situation difficile. Mais enfin, je ne connais pas suffisamment les finances de la Ligue de football pour savoir si c'est une bonne solution ou pas sur la crise actuelle financière qui se pose pour les clubs. Il est certain que les clubs sont en difficulté aujourd'hui pour des tas de raisons et qu'il faut trouver des solutions pour faire face à ce temps de crise. Hein. Il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté aujourd'hui. Hein. Donc ça peut être une solution pour passer la crise actuelle, qui est une crise profonde, hein, financière profonde du football. Mais ce qu'on retient de ce que vous venez de dire, c'est aussi la professionnalisation et les compétences, l'augmentation des compétences qui va amener à la réussite, l'optimisation de cet outil et de l'exploitation des droits. Enfin, c'est ce que je comprends. Je dirais que la Ligue de football ne manque pas de compétences. Hein. On a l'occasion souvent de travailler avec la Ligue ou avec la Fédération. Il y a des gens extrêmement compétents qui font ce travail. Je dirais ce qui est plus compliqué, c'est les décisions qui sont prises par les conseils d'administration qui représentent souvent des intérêts divers. Les familles ne sont pas forcément harmonisées en fonction des intérêts. La vue à long terme n'est pas forcément compatible avec les exigences à moyen terme. Il y a les problèmes de la répartition qui se posent toujours. Bon. Et donc toutes ces affaires-là polluent, entre guillemets, un peu le professionnalisme des équipes qui travaillent sur les droits. Et donc d'avoir une société filiale dans laquelle vous êtes associé, qui a la responsabilité de la commercialisation sur la base d'un cahier des charges, ne me paraît pas une mauvaise chose. Bon, parce que derrière l'idée d'ouvrir donc sur un autre partenaire, notamment des fonds d'investissement, d'où une question naturelle, puisque vous avez vendu à King Street, hein, c'est ça? Ouais, King Street.
Justement, votre retour d'expérience sur ce phénomène qu'on voit de plus en plus, de recours à des investisseurs, pas forcément français d'ailleurs. Donc c'est le deuxième niveau de question, puisque vous l'avez soulevé et c'était un point d'attention pour vous, je comprends, puisque c'était une des motivations de votre retrait et de votre décision de vendre les Girondins de Bordeaux, à savoir l'investissement et le rachat du club de Paris. Donc cette mission, elle s'intéresse aussi à ce point de vue, sachant qu'effectivement, à titre personnel, je considérais que là, qu'on avait mis un peu à mal, en tout cas que cet événement Mediapro, en tout cas, a provoqué quand même des questionnements sur la souveraineté du sport en France, puisqu'il y a quand même des vrais risques de blackout et de pas de diffusion, en tout cas à la télé, du championnat de Ligue 1 pendant quelques jours. Donc voilà, un peu votre retour aussi d'expérience et vos réflexions, si vous en avez, à ce niveau. Disons que, d'abord, notre décision de céder les Girondins de Bordeaux n'était pas simplement une décision financière. C'était une décision dans laquelle nous estimions que nous n'avions plus les moyens de développer suffisamment un club qu'on a développé pendant 19 ans et qu'il fallait trouver un successeur qui puisse reprendre ce club. Vous dire qu'on a réussi dans le plan de succession, malheureusement, force est de constater que ça n'a pas été le cas et que ces fonds qui avaient toutes les garanties pour investir dans ce club, les fonds importants, connus, n'ont finalement pas eu une activité, disons, qui a été satisfaisante, puisqu'ils ont été obligés ils ont décidé de recéder le club, ce qui a été fait récemment, après une période très difficile qu'ils ont. Or, nous leur avions laissé un club en très bon état, aux finances équilibrées, et dans lequel nous avions de bonne foi cru que les investisseurs prendraient un risque que nous ne pouvions plus prendre pour relancer le club dans une ambition sportive plus forte. Ceci n'a pas été fait, ou a été mal fait, et a abouti à une solution, malheureusement, dans laquelle ils se sont retirés après une période difficile, y compris pour eux. Là, il y a un nouvel investisseur qui est un professionnel. Je souhaite évidemment de toute force qu'il réussisse à Bordeaux. Alors, encore une fois, les investisseurs en soi, je trouve ça extrêmement bien qu'il y ait des gens qui s'intéressent au club parce que ça nécessite de prendre des risques, de faire des investissements importants. Il y a une exigence significative et que tout ce qui pourra encourager les investisseurs. Moi, j'avais été surpris parce que ce n'était pas notre métier premier d'être propriétaire d'un club. Nous n'avons pas été très encouragés par la Ligue pendant cette période. Nous n'avons pas eu de poste au conseil d'administration, par exemple. Voilà. Donc, encore une fois, la famille du football ne s'est pas réunie pour être enthousiaste à part quelques-uns, sur l'arrivée d'un extérieur. Donc, tout ce qui pourrait encourager les investissements est une bonne chose. Ce sont des investissements à risque, et puis surtout, ça va dépendre beaucoup des recettes qui pourront être opérées. Et c'est pour ça que nous, on nous a reproché une politique prudente. Pendant 19 ans, il n'y a eu aucun problème au club. Il y a eu des moments où on a été mal classé, la majorité du temps on a été... Mais parce que nous avons une politique prudente, qu'on nous a souvent reprochée d'ailleurs, mais qui a assuré une pérennité au club forte. Et notamment en matière de transfert, en matière de salaire, on a toujours fait attention, on a été entre la 4e et la 8e place de manière régulière. Il y a ou deux écarts par rapport à ça. Et donc je pense que ça a besoin de professionnalisme. Il y a besoin de professionnalisme dans ces clubs et d'encourager les investisseurs. Mais les investisseurs ne viendront que si les recettes des clubs sont suffisamment garanties. C'est un peu... De ce côté-là, vous parlez d'accompagnement de la Ligue. Je pensais, moi, à la DNCG notamment, qui a donné un avis sur cette transaction-là. Est-ce que vous pensez qu'il doit avoir un accompagnement aussi beaucoup plus, du coup, un avis renforcé, j'ai envie de dire, mais qui soit un avis peut-être aussi préventif, parce que, on l'a peut-être vu avec Mediapro, il y a aussi une appréciation du marché français de l'audiovisuel, notamment je dirais,
de l'État et de la spécificité peut-être du marché audiovisuel en France qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Ce que je veux dire, c'est est-ce que cet accompagnement ne va pas aussi dans l'accompagnement donc de reprise sur, vraiment une réalité du modèle économique des clubs professionnels, en tout cas de foot français, qui a une particularité, c'est qu'il faut beaucoup d'argent en fait et beaucoup de temps pour espérer donc avoir un équilibre économique. Est-ce qu'il y a besoin d'un renforcement de cet accompagnement, voire de contrôle à ce niveau-là, dans ces acquisitions-là? Écoutez, moi, je ne crois pas, parce que, si vous voulez, quand on analyse pourquoi Mediapro, ceci s'est passé, d'abord parce qu'il y a une erreur de celui qui a soumissionné. C'est d'abord la première erreur, c'est celui qui a soumissionné, qui a mal analysé son écosystème. Donc ça, c'est la première erreur. Et l'erreur, probablement, de l'avoir accepté un peu vite par le conseil d'administration de la Ligue, dans lequel les montants ont empêché peut-être la prudence. Donc ça, je dirais qu'il y a eu deux erreurs, et de l'acheteur et du vendeur. Après, c'est un autre sujet que de savoir la gestion de chaque club. Alors, pour ce premier point, c'est la raison pour laquelle la question m'avait posée de savoir est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait une société commerciale. Probablement qu'avec une société commerciale, il y aurait eu plus d'attention qu'avec un conseil d'administration qui a vu simplement les montants. Bon, je pense ça, et je crois que c'est probablement plus raisonnable d'avoir une société professionnelle qui va regarder si les qualités de l'acheteur, etc. En ce qui concerne les clubs eux-mêmes, je pense quand même que la DNCG fait son travail de vérification des comptes de manière très, très précise. Alors, il y a ça, moi je ne connais pas toutes les règles du fair play financier, etc., qui sont probablement, certaines doivent être aménagées, j'imagine, mais dans l'ensemble, le travail est très sérieusement fait, et qui vérifie les comptes des clubs. Après, c'est comme toute entreprise, quand il manque des recettes ou qu'il y a une pandémie, c'est vrai que ça pose des tas de difficultés. Donc la société commerciale me paraît quand même être une bonne chose. Sur le fait que King Street a approché la SSE pour l'acheter. Bon, mais c'est terminé, c'est un épisode terminé. Voilà. Donc, les dirigeants n'ont pas donné suite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ou remarques que vous souhaiteriez faire? Non, je dirais que nous, le sport est un élément clé et fédérateur, et que ce soit sous la forme de plateformes gratuites ou de chaînes linéaires gratuites, il faut préserver cet aspect à travers le service public d'une part, à travers les chaînes commerciales d'autre part. Encore une fois, nous avons une législation qui le permet, qui est très bien argumentée, donc la renforcer serait encore bien. Il faut être très attentif en matière de concurrence à la constitution des appels d'offres. Ça, c'est une attention très particulière. Et que, sinon, je pense quand même que le développement du marché publicitaire de la télévision, le regroupement des forces tel que nous le proposons entre le groupe TF1 et le groupe M6 sera une garantie qu'il y aura plus d'accès gratuit en télévision, parce que nous pourrons mieux les monétiser. Voilà. Donc toute cette opération qui est de renforcer l'offre de contenu, parce que l'opération groupe TF1 groupe M6, c'est pour renforcer l'offre de contenu aussi bien en linéaire qu'en streaming, avec plus de moyens, mieux optimisés, etc. À la fois ça sera vrai sur la fiction, mais c'est également vrai pour le sport, et donc en contribuant à permettre à chacun de regarder du sport de manière gratuite. La mission va s'achever dans quelques semaines, mais bon, il y a encore du temps, et peut-être qu'on se permettra de revenir vers vous sur des questions écrites, et inversement, si vous voulez effectivement parler de contribution. C'est notre instant pub, en fait, nous.
où on fait de la publicité pour l'Assemblée nationale, mais pour surtout... Voilà, et il n'est pas encore 20h. Donc, une grande consultation citoyenne, justement, sur l'usage et de consommation des Français du sport, et aussi sur l'appréciation de la place du sport, aussi d'un point de vue peut-être culturel, mais en France, sur l'appréciation de l'exposition du sport aussi. Donc il est question notamment d'exposition en clair ou pas, et également de transformation du modèle avec donc quelques listes d'idées qui sont proposées et qui est inspiré d'autres modèles, que ce soit le modèle donc anglo-saxon ou autre, et le salary cap bien sûr en fait partie. Donc si vous souhaitez vulgariser en tout cas, et comme nous écouter les Français, voilà, l'information circule, et j'espère qu'elle circulera bien au-delà de ces murs bien épais. En tout cas, moi je vous remercie. Je vais laisser la place et le dernier mot donc au président. Il me reste à vous remercier, Monsieur le Président Nicolas de Taverneau, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Directeur des Sports de M6, pour vos réponses très complètes à nos questions et l'échange très franc qui vient d'avoir lieu ici, en direct, devant ceux qui nous regardent, et qui nous regardent aussi en replay. Donc voilà, ça sera possible. Je fais la deuxième pub après la consultation citoyenne qui marche très fort cette première semaine. Merci à vous. Merci beaucoup.